Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Salomon, qui est directeur cooling France chez Schneider Electric. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour François. Bonjour Alors, juste pour petite précision, qu'est-ce que ça veut dire directeur cooling? On a discuté un petit peu avant d'attaquer cette interview pour que ça soit clair. Il l'expliquera bien mieux que moi tout à l'heure, mais grosso modo, c'est tout ce qui est le refroidissement des data centers. Alors, on se retrouve aujourd'hui tous les deux pour parler d'un sujet d'actualité chez Schneider, qui est l'efficacité énergétique des data centers. Mais avant de rentrer dans le sujet, François, comme d'habitude, j'aimerais faire un petit saut en arrière. Est-ce que tu te souviens de ton premier projet IT? Est-ce que tu peux nous le raconter? Alors, bonjour à tous, bonjour Philippe. Alors, j'ai pas vraiment de souvenir de mon premier projet IT. Par contre, je peux parler de mes premiers projets et ceux qui m'ont marqué. Donc, c'était à l'époque où je travaillais dans une entité services et projets de Schneider qui avait une vocation de faire des projets à l'international. Et je me suis retrouvé à travailler en parallèle sur deux projets, l'un situé au Liban et l'autre situé en Norvège, avec des problématiques complètement opposées, diamétralement opposées. Au Liban, c'était plutôt un data center de type propriétaire, donc avec un client qui souhaitait avoir un très gros focus sur la partie fiabilité de son infrastructure. Donc, on a conçu un data center qui était dans les plus hauts standards de fiabilité. Je ne sais pas si vous êtes familier des niveaux de tiers, mais qui était classifié tier 4 au titre de l'uptime. Donc, un data center, on va dire très très robuste du point de vue du fonctionnement. Et en Norvège, où là, on avait des problématiques qui étaient assez diamétralement opposées, puisque un client qui était très orienté, donc qui faisait plutôt de l'hébergement, donc on va dire une activité un peu différente, et qui était très orienté autour de l'efficacité énergétique dans un climat qui s'y prêtait assez bien. Voilà, et même des contraintes qu'on a assez peu hésité à avoir en France, typiquement des températures qui sont drastiquement très basses. Donc deux environnements diamétralement opposés et qui m'ont amené. Mais déjà dans les data centers du coup. Et déjà dans les data centers, voilà, et qui m'ont vraiment amené à me poser et m'interroger sur qu'est-ce qu'était un data center, quels en étaient les fondements, et finalement on voit que d'une infrastructure à l'autre, d'un client à l'autre, les besoins peuvent très largement différer, quoi. Ah bah c'est super parce que c'est le sujet du jour. Alors avant d'attaquer un petit peu en détail sur qu'est-ce que c'est un data center, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment on le refroidit, comment on l'alimente, est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu ce que tu as fait, d'où tu viens, et puis après je te demanderai de te présenter un petit peu l'entreprise pour laquelle tu travailles, donc Schneider Electric pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, très bien. Donc François Salomon, donc je suis le directeur de l'activité cooling, froid climatisation de Schneider sur le territoire France. Donc j'ai la responsabilité des équipes commerciales, mais également des équipes support et services en fait qui s'occupent de cette offre. Donc c'est une offre, on vend des produits, donc et des services très orientés de froid et climatisation qui sont vraiment orientés vers le monde du data center et de la salle informatique d'une manière générale. Alors ça veut pas dire qu'on fait que cela. On fait aussi un petit peu de refroidissement sur des applications qui sont connexes et proches, mais une très grande majorité de notre activité quand même se concentre vers le monde du data center et de l'IT, ce qu'on appelle le precision cooling, ce que les anglo-saxons appellent le precision cooling. Voilà. J'ai plutôt un background technique. Je suis ingénieur en génie climatique et ça va faire maintenant un petit peu plus de 10 ans que je gravite principalement dans le métier du data center. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, Schneider, qu'est-ce que ça fait, quel type d'entreprise c'est, et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, Schneider Electric, c'est vraiment le leader mondial de la gestion de l'énergie, des automatismes et de la digitalisation autour des usages énergétiques. C'est une société multinationale qui est présente dans plus de centaines de pays, mais avec dans chaque pays une approche très locale. On a tendance à dire que c'est la plus locale des entreprises globales. Donc c'est assez intéressant. C'est un bon slogan. Ah ouais, c'est un beau slogan, mais c'est pour avoir gravité dans pas mal de pays, parce que j'ai eu l'opportunité avec Schneider de travailler en Afrique subsaharienne, au Maghreb, au Liban, dans divers pays, c'est très vrai. Voilà, on a des empreintes locales et des équipes vraiment qui sont basées au plus près de nos clients pour les servir. Et donc au sein de Schneider, je travaille dans la division, donc peut-être petit rappel, retour en arrière, mais chez Schneider, on est organisé en business unit et en division, chacune des divisions adressant
pour faire simple, un segment de marché. Hein. Donc, on a un segment résidentiel, un segment tertiaire, un segment data center, un segment infrastructure hein, pour tout ce qui est grosse centrale de fourniture d'énergie, et puis un segment industrie. Donc, moi, je suis dans la division Secure Power qui adresse le segment principalement des data centers et les marchés d'IT en général. Et puis, chaque division est également responsable d'une partie des offres, hein, une partie des gammes qui est la plus légitime sur son segment. Alors, ça veut pas dire qu'on les vend pas dans d'autres segments de marché, mais on est responsable. Et donc, chez Secure Power, on vend, on va dire, 4 grandes gammes de produits. Tout ce qui est onduleur, hein, donc l'énergie sécurisée, donc les UPS, les IC, donc ce qui permet de garantir la continuité de fonctionnement, la continuité de l'alimentation électrique sur un process, ici principalement les serveurs. Toutes les solutions également d'urbanisation des salles informatiques. Donc on a dans notre gamme d'offres tout ce qui est rack, tout ce qui est solutions de confinement hein, qui viennent autour des racks ou dans les racks, tout ce qui est distribution d'énergie dans les racks, hein, ce qu'on appelle les PDU, les portes, etc. Le troisième offre, c'est l'offre dont j'ai la responsabilité, donc toutes les solutions de refroidissement, groupe de glacé. Parce que ça chauffe un data center. Oui, ça chauffe assez fortement. Hein. Je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un petit peu dans le détail, mais c'est vraiment le froid, la climatisation, comme tu le dis, c'est vraiment l'une des utilités critiques hein, d'un data center. On peut pas s'en passer et en même temps, elle est extrêmement énergivore, donc c'est vraiment le vecteur de performance du data center. Et puis peut-être la dernière offre que l'on porte, qui est très importante, c'est toutes les solutions software hein, qui permettent de piloter, de superviser, d'optimiser les infrastructures et les services associés avec notre plateforme de logiciels qui s'appelle EcoStruxure. Voilà, donc 4 offres. Une offre assez complète. Absolument. Assez complète pour les data centers. Tout à fait. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, on va peut-être faire quelque chose qui paraît évident, mais peut-être pas forcément pour tout le monde. On va revenir un petit peu aux basiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un data center et de quoi c'est constitué? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler d'informatique en nuage, de cloud et compagnie, mais en fait, quelque part, c'est toujours des vrais serveurs physiques dans une vraie salle. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et de quoi c'est composé? Alors, effectivement, c'est le data center, ça paraît très abstrait le cloud, hein, comme tu l'as dit, Philippe. C'est en fait très très concret. Hein, c'est vraiment la face cachée du monde numérique. Qui est vraiment notre quotidien à tous. Donc un data center, c'est quoi? C'est vraiment un bâtiment qui va concentrer l'ensemble du matériel physique hein, permettant de faire fonctionner les infrastructures numériques, hein, notre monde numérique. Hein. Donc il héberge tous les serveurs, les routeurs, tout ce qui est ordinateur, les switches, les baies de stockage, les baies de brassage, qui permettent en fait de faire fonctionner notre système numérique. Donc les systèmes d'information, les plateformes, les réseaux sociaux. Donc très clairement, ce sont des bâtiments qui sont conçus hein, pour recevoir des dizaines, des centaines, voire maintenant des milliers de serveurs hein, pour les data centers les plus gros. Et c'est vraiment le pendant physique du monde numérique que l'on utilise au quotidien. Si on veut aller un tout petit peu plus dans le détail, Philippe, un data center, si on veut simplifier à outrance, en tout cas, il est composé de 2 grands types de salles, ce qu'on appelle le white space, hein, qui est vraiment le cœur du process, la salle informatique. Donc là où sont positionnés les serveurs, hein, donc là où tourne le code. Donc, là on voit l'image d'Épinal, c'est les racks. Exactement, les racks informatiques, exactement. Quelques locaux qui ont une grande importance qu'on appelle, les Anglais l'appellent la Meet Me Room, la MMR, on l'appelle souvent nous en France les locaux telco ou les locaux switch, hein, donc qui sont vraiment composés plutôt de baies de brassage qui vont faire la connexion entre le monde extérieur, les fibres qui arrivent et puis l'applicatif qui tourne dans le data center. Voilà, qui reste aussi du white space. Et puis le gray space, qui est tous les locaux techniques, hein, qui vont permettre de faire fonctionner cette infrastructure, donc principalement des locaux techniques électriques, hein, puisqu'on a besoin de toute une chaîne d'alimentation électrique pour faire fonctionner un data center, mais également des locaux de climatisation qui permettent de mettre en place tout ce qui est pompage, etc., qui vont permettre de refroidir le data center. Des locaux, on trouve en général des locaux groupes électrogènes, de la détection, extinction, incendie, tout un tas de toutes les, on va dire, les applications auxiliaires qui permettent de faire fonctionner le data center. Voilà, en quelques mots, je sais pas si j'ai été. Voilà. Non, mais c'est très bien. Je trouve que ça résume. Moi, je connaissais pas hein, toutes ces dénominations entre les différentes salles, mais ça résume pour dire. J'ai résumé avec mes mots, mais c'est un véritable bâtiment physique. Ça existe, ça a une existence concrète, quoi. C'est vraiment une existence concrète. Et aujourd'hui, est-ce que ces bâtiments qui sont les data centers, alors nous, en tant qu'utilisateurs de data centers, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on utilise quelques data centers, mais est-ce que il y a de plus en plus de data centers ou est-ce que les data centers deviennent de plus en plus gros? C'est quoi un petit peu la logique actuellement de ce qui se passe dans le monde des gens qui font du physique?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, en termes de data center, il y a le portail Statista qui en France donne le nombre de data centers. Alors, point important, ouais, il comptabilise les data centers et pas les salles informatiques. Donc, ça référence vraiment les bâtiments dédiés, hein, comme tu l'as dit. Ils en annoncent à peu près 264 en France métropolitaine. D'accord. Voilà, donc et effectivement aujourd'hui, on a une assez forte croissance des data centers et je dirais une forte croissance en fait à la fois dans le très grand et le très petit. C'est-à-dire que le cloud, donc qui est plutôt ce qui est application de très gros data centers, a tendance à se développer, hein, et la raison c'est que on a vraiment je pense qu'on le voit tous, hein, mais une explosion des usages numériques, hein, qui imprime leur marque vraiment dans tous les secteurs de l'économie. Tu vois, il parle d'ici 2025 d'avoir à peu près 80 milliards d'objets connectés, hein, sur la planète. Voilà, donc chacun d'entre eux, voilà, ça paraît un petit peu, voilà, c'est un peu fou. Donc ça a amené une croissance extrêmement rapide, hein, pour soutenir toute cette transformation numérique des usages. Et puis tu as également un développement assez fort de ce que nous on appelle chez Schneider le edge. Donc les petits data centers qui vont être vraiment positionnés au plus près de l'usage. Hein, parce qu'il y a besoin également de traiter localement la donnée, de l'utiliser localement, parfois pour des problèmes de latence, pour des problèmes de réactivité. Et donc on voit nous se développer de manière très significative à la fois l'un et l'autre, avec toujours des milliers de mètres carrés qui se construisent actuellement, et vraiment pour soutenir voilà toute cette transformation numérique. D'accord. Et du coup, donc ces data centers là qui sont en accroissement. Alors on imagine que ça consomme beaucoup d'énergie. Est-ce que du coup la notion d'efficacité, c'est quelque chose qui est récent, c'est quelque chose qui a toujours été le cas, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez chez Schneider depuis très longtemps? Comment ça fonctionne un petit peu cette partie-là? Alors, en termes d'efficacité énergétique, je pense que alors ça a toujours été au cœur des préoccupations de l'entreprise, en tout cas moi depuis que j'y suis. C'est vraiment une empreinte très forte chez Schneider, et je dirais que c'est aussi une empreinte très forte dans le monde du data center, d'une manière générale. Voilà, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment une préoccupation que l'on voit, qui a toujours été très importante pour les hébergeurs, pour les exploitants de salles informatiques. L'aspect énergétique, le volet énergétique n'a jamais été négligé. Et la raison de cela, c'est que c'est quand même avant même, hein, l'explosion des coûts de l'énergie tels qu'on les a connus là sur les 9 ou 12 derniers mois. La partie énergétique est une part non négligeable de leur performance économique, hein, voilà, de leur coût. Donc ils peuvent pas négliger cet aspect, et à ce titre, ils mettent en œuvre en tout cas souvent des démarches très avancées et très vertueuses pour réduire au maximum leur empreinte carbone. Mais c'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui a toujours été très présent. Ça a peut-être pris une autre dimension ces dernières années, mais c'est plus par l'accompagnement technologique en fait qui a vu le jour. Mais ça a toujours été quand même quelque chose pour lequel les data centers ont été très très sensibles. Parce que du coup, si je rebondis sur ce que tu veux dire, c'est que et on va rentrer un petit peu dans le détail de finalement qu'est-ce qui consomme dans un data center, mais est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres sur quelle est l'empreinte énergétique, qu'est-ce que ça consomme ces data centers au niveau national, au niveau international? Est-ce que vous chez Schneider vous avez réfléchi à ces problématiques-là? Oui. Alors on a quelques chiffres. Ils divergent parfois, mais on a un consensus sur un certain nombre de chiffres lorsqu'on regarde un petit peu les données statistiques. Globalement, le data center, ça représente aujourd'hui, hein, dans le monde entre 2 et 3% de la consommation électrique mondiale, donc c'est pas négligeable. En France, c'est plus important. Elle est estimée entre 7 et 10% aujourd'hui en France pour les data centers. C'est déjà un pan économique non négligeable. Donc là, on parle vraiment de consommation électrique. Autre chiffre qui est assez intéressant à donner, c'est le numérique, hein, d'une manière générale, qui représente à peu près 5%, hein, environ des émissions de CO2. Sachant qu'il faut vraiment distinguer dans le numérique, tu as vraiment 3 pans, hein, qui sont la fabrication des terminaux, qui représentent l'essentiel, hein, des émissions en réalité, hein, donc le smartphone qu'on a tous dans notre poche, le PC qu'on a sur le bureau. Il y a la partie réseau et la partie data center. Et cette partie data center, elle est estimée à peu près à entre 0,4 et 0,8% des émissions de CO2 mondiales aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc voilà un petit peu quelques chiffres, mais on voit que c'est mais pour mettre en lumière, enfin, pour mettre en perspective ce chiffre-là, c'est peut-être le domaine qui a la plus grande, la rapidité d'accroissement phénoménale. C'est-à-dire que, comme tu disais, aujourd'hui peut-être que c'est un peu moins de 1%.
mais en fait, ça double, je sais pas à quelle vitesse, mais ça va très 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 vite. Exactement. C'est vrai que les usages du numérique augmentent très très rapidement et la consommation énergétique des data centers, leur place dans le mix énergétique français et mondial est de plus en plus important. On le voit, 7 à 10% de l'énergie consommée aujourd'hui en France électrique. C'est complètement dingue. Voilà, c'est vraiment non négligeable. C'est non négligeable. Si on rentre, alors on va essayer de rentrer un peu dans le détail. Comme informaticien, on sait un peu ce qu'il consomme, son CPU, sa RAM, son machin, mais dans un data center, en fait, c'est quoi les gros postes de consommation énergétique? Qu'est-ce qui consomme dans un data center? Alors, dans un data center, en fait, tu l'as dit, le premier poste de consommation, c'est heureux, c'est le serveur. Donc, c'est quand même l'énergie utile. C'est presque rassurant. Voilà, c'est pas exactement, c'est presque rassurant. Derrière le serveur, le premier poste de consommation, c'est la climatisation. Et ça, c'est simple à comprendre. Tu le disais en préambule en disant les serveurs, ça chauffe beaucoup. En fait, toute l'énergie qui est consommée par les serveurs est réémise sous forme de chaleur. Donc, quand tu prends un serveur qui va te tirer 1 kilowatt sur de puissance électrique absorbée, c'est 1 kilowatt qui va être réémis sous forme de chaleur dans le data center. Donc, la climatisation, à ce titre, c'est vraiment le premier poste de consommation. C'est pourquoi c'est aussi une utilité qui est à la fois extrêmement critique à 2 titres. Un, si elle coupe, le serveur va pas fonctionner très longtemps. Comme tu fait des erreurs. C'est ça, il va faire des erreurs. Et puis, d'une manière plus générale, en fait, la climatisation représente... alors, ça va varier en fonction des architectures, des data centers. Ça va varier aussi en fonction du climat dans lequel il est positionné. Mais ça représente entre 15 pour les meilleurs data centers et 40% du mix énergétique global d'un data center. Voilà, donc c'est non négligeable. Et si tu veux rater l'architecture de clim d'un data center, c'est vraiment rater son efficience, puisque on pourra ensuite se concentrer sur le reste, mais le reste représentant que peu finalement au regard de la consommation de la clim. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tout le matériel, alors nous on a cette image, le matériel, je sais pas, le matériel réseau et compagnie, ça consomme beaucoup moins finalement que vraiment la climatisation, quoi. Absolument. Le deuxième poste, si on continue en fait de consommation, donc le premier étant la climatisation, le deuxième poste, ça va être vraiment toutes les pertes liées à la chaîne électrique qui alimente le data center. Donc avant d'arriver au serveur, l'électron il va passer vers tout un tas d'étapes de transformation du courant, des transformateurs d'isolement, des câbles, voilà, tout ce qui est tableau de protection, tout ce qui est onduleur. Et à chacune de ces étapes, on a un petit peu de perte. Principalement par effet Joule, donc par réchauffement, chaleur. Voilà, de la chaleur encore une fois. Et dans cette chaîne correspond au deuxième gros poste de perte, sachant qu'il est sans commune mesure avec la clim. Voilà. Et si on veut aller un petit peu plus loin, en fait, dans cette chaîne, quand même, l'élément le plus, on va dire, avec le plus grand taux de perte, ça va être les onduleurs. Donc typiquement, ce qui permet de sécuriser l'alimentation. Les onduleurs, ils ont des rendements qui vont vraiment dépendre des technologies qui sont embarquées, mais globalement, ils ont des rendements qui vont entre 94 et 99% aujourd'hui dans ce qu'on trouve sur le marché. Donc ça veut dire que tu perds bon an mal an entre 6 et 1% sur ta chaîne électrique. Donc c'est aussi non négligeable. L'onduleur, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous définir? Alors moi j'ai cette image du boîtier qu'on met devant son ordinateur et puis avec une petite batterie. Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on imagine sur un onduleur de data center ou c'est un peu... Ouais, c'est ça en très gros. Mais c'est bien ça. Très gros. Voilà, c'est une boîte avec des piles, on dit par chez nous. Mais c'est bien ça. Donc c'est vraiment, alors je suis plus thermicien qu'électricien, comme tu le sais, mais globalement c'est un équipement qui va garantir la continuité de fonctionnement. Donc en cas de perte d'alimentation électrique, il va reprendre la charge et c'est vraiment l'artifice qui fait la bascule entre l'alimentation principale et les batteries qui permettent de garantir la continuité du fonctionnement du serveur. Tout simplement. Voilà, et c'est vrai que c'est un organe qui, avec des pertes assez non négligeables, puisque 6% si vous prenez un data center d'1 méga ou même de 2 mégawatts, ça fait vite énormément d'énergie perdue. Et évidemment, vous avez la double peine puisque cette énergie elle est perdue sous forme de chaleur. Donc non seulement vous perdez des électrons, vous perdez sur votre chaîne d'alimentation électrique, mais il faut en plus compenser via de la climatisation. Voilà. Ouais, donc vous perdez 2 fois, quoi. À chaque fois qu'on perd un électron en chaleur, on le perd aussi en climatisation dans l'autre sens, quoi. Exactement. Donc l'importance d'avoir également une chaîne électrique qui est performante. Tu vois, chez Chaîne Électrique, on propose aujourd'hui des onduleurs avec des rendements de 99%. Alors entre 94 et 99,
on peut se dire que c'est faible. En réalité, c'est énorme et les gains sont gigantesques chaque année. Voilà, en termes de consommation électrique. Il y a un chiffre que tu as cité, je voudrais m'arrêter dessus. 1 mégawatt, c'est quoi? C'est à peu près ça, la puissance d'un data center aujourd'hui? Ah, on peut pas donner ça va vraiment dépendre des data centers. D'accord. Parce que tu prends des data centers plutôt des gros hébergeurs régionaux, ils vont être entre 500 kilowatts et 1 mégawatt 5. Voilà, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Tu prends aujourd'hui des très gros hébergeurs parisiens ou marseillais, on est bien au-delà, on est plutôt sur les 5 ou les 10 mégawatts de puissance absorbée. Donc, c'est des chiffres qui commencent à être conséquents, quoi. Exactement. Pour ceux qui ont quelques rappels de physique, c'est impressionnant. Ok, maintenant qu'on a compris un peu tout ça, en fait, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut vraiment optimiser? Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on peut optimiser? La première chose, et je pense que c'est là où il y a eu les plus gros progrès faits ces dernières années, c'est vraiment, amener des architectures et des produits à très haute performance énergétique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières années et comment on a concentré les progrès? Les hébergeurs ont fait des très gros progrès pour urbaniser leur salle informatique. Qu'est-ce que ça veut dire urbaniser? C'est vraiment organiser leur salle informatique, donc les rangées de serveurs en allées chaudes, en allées froides, ségréguer les flux d'air, séparer les flux d'air chaud et les flux d'air froid. Et ce geste qui peut paraître anecdotique a fait des énormes bouleversements sur la partie froid et climatisation. Pourquoi? Parce que globalement, ça nous a permis d'élever la température des salles informatiques de l'ordre de 10 degrés. Voilà. Donc, typiquement, en moyenne, absolument. Si tu prends il y a une dizaine d'années, sur une salle non urbanisée, on soufflait, en fait, on faisait une climatisation un peu d'ambiance, donc on soufflait de l'air à 15 ou 16 degrés dans les serveurs pour les reprendre à 25 dans la salle, puisqu'il n'y a pas de structuration. Le fait de ségréguer les flux d'air froid et les flux d'air chaud nous a permis vraiment de monter la température d'une dizaine de degrés. Donc aujourd'hui, très concrètement, on maintient des allées froides entre 23 et 25 degrés, voire même un petit peu plus chez les hébergeurs les plus novateurs, les plus pushy, et on reprend l'air autour de 33 ou 35 degrés, ce qui nous a permis de gagner du degré. Pourquoi c'est important? Parce que 25-35 degrés, quand on sait que la température moyenne en France, alors elle varie d'une région à l'autre, mais elle est comprise globalement entre 9 et 14 degrés, 9 et 15 degrés à peu près. Ça te donne on a un énorme vivier en fait pour refroidir le data center au moyen de l'air extérieur, ce qu'on appelle le free cooling. Voilà. D'accord, l'air ambiant, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Donc, si tu veux, le shift qu'il y a eu sur ces dernières années, c'est que il y a une dizaine d'années, ça ne veut pas dire qu'on faisait pas de free cooling, mais il y a une dizaine d'années, si tu veux, on dimensionnait plutôt les data centers en froid mécanique. Donc, on prévoyait plutôt une infrastructure avec des groupes d'eau glacée, des compresseurs qui refroidissaient, et on rajoutait un petit peu une brique de la clim. Ouais. Et on rajoutait, si tu veux, la brique free cooling pour permettre de climatiser le data center lors des périodes les plus froides. Aujourd'hui, on est passé dans le mode inverse, c'est-à-dire qu'on conçoit le système de climatisation pour que 80% du temps, on refroidisse le data center au travers du free cooling et que ce soit seulement une vingtaine de pourcents qu'on utilise le froid mécanique, la compression, etc. Voilà. Et c'est vraiment tout le shift qui a eu lieu sur ces 10 dernières années, et ça a eu un impact très fort. Donc typiquement, on fait plutôt du free cooling indirect. Philippe, on fait pas rentrer directement l'air neuf extérieur dans le data center parce que c'est pas toujours l'air. Il peut être pollué, il peut être chargé en humidité, donc c'est pas toujours simple. On fait plutôt du free cooling indirect via de l'eau glacée qui est en fait à haute température, qu'on utilise sur des régimes de 20-30 degrés à peu près, et qui vont permettre en fait de climatiser le data center à très très faible coût. Voilà. Donc tu as un échangeur avec l'air extérieur qui récupère le froid entre guillemets de l'extérieur et tu le réinjectes en free cooling dans le data center, c'est ça? Exactement. Et ça se fait au travers de groupes d'eau glacée avec du free cooling intégré à très haut rendement. Et ça a permis vraiment de singulièrement réduire l'empreinte carbone des data centers. Voilà, pour le chiffre à peu près que je te citais tout à l'heure avec des consos de clim qui sont plutôt entre 40 et 50% du mix énergétique d'un data center. Aujourd'hui, avec des architectures de clim qui sont bien conçues, qui sont bien faites en free cooling haute température, on arrive à des mix énergétiques qui sont plutôt de l'ordre de 10 à 15% sur la clim.
Voilà. Ouais. Ouais, donc ça fait quand même un gain très extrêmement substantiel. performant, extrêmement efficace. Donc ça, c'est le premier type d'optimisation qu'on peut faire, c'est-à-dire vraiment travailler sur l'organisation, ce que tu as appelé le free cooling, les flux d'air chaud, d'air froid. Et après, sur quoi d'autre on peut vraiment travailler? Alors après, en termes de gains, ensuite, ça va être vraiment de mettre en place toutes les technologies à très haut rendement. Aujourd'hui, sur le marché, il y a eu quand même des progrès technologiques assez considérables qui ont été faits et dans plein de secteurs. Donc si tu prends les groupes d'eau glacée, tu as aujourd'hui des compresseurs à très haut rendement qui sont disponibles sur le marché. On intègre notamment les compresseurs centrifuges à palier magnétique qui permettent de réduire à peu près de 25% la consommation d'énergie par rapport à des compresseurs standards. Donc ça permet également de encore lisser la consommation côté clim. Côté onduleur, il y a eu des gros progrès de fait également. Avec l'arrivée chez Schneider, on a lancé la e-conversion, donc qui sont des onduleurs à très haut rendement avec un rendement à 99%, donc tu as quasiment plus de pertes, donc ça permet de singulièrement optimiser ta chaîne électrique qui est celle qui alimente les serveurs. T'as également tout ce qui est transformateur qui peuvent avoir également des rendements qui sont nettement supérieurs. Donc voilà, au-delà de l'architecture, si tu veux, de clim, tu as tout un tas aujourd'hui de technologies à très haut rendement qui permettent de limiter l'impact. Donc ça, je dirais vraiment sur les émissions carbone directes issues du data center, donc lorsqu'il est en fonctionnement. Après, ce qui consomme exactement. Après, on peut aussi privilégier des gammes de produits à faible empreinte carbone intrinsèque. C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, ce que l'on voit pas mal arriver, c'est tous les produits issus de l'économie circulaire. On a près de 3200 références chez nous, chez Schneider Electric, de produits qui sont avec un label qui s'appelle Circular Certified, donc qui permet de garantir en fait que c'est un produit qui a une seconde vie, donc qui a été récupéré, qu'on a entièrement rétrofité, remis en état de fonctionnement et remis sur le marché, et qui permet donc de limiter singulièrement l'empreinte carbone. Mais du coup, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des serveurs ou c'est des systèmes de clim qu'on réutilise, c'est des onduleurs qu'on réutilise, ou c'est vraiment de quoi on parle quand on dit que en termes d'économie circulaire, de quel type de matériel? Aujourd'hui, plutôt du matériel électrique, pas mal des onduleurs. En clim, on travaille dessus. Le problème est également enfin le sujet est lancé. On n'a pas encore de produits sur le marché en circulaire certified en clim, mais on en a aujourd'hui en onduleur, typiquement sur pas mal de matériel électrique. Et puis, quand je parle aussi d'empreinte carbone la plus faible possible, c'est également sur des produits neufs. Si tu prends de choisir des produits, tu vois, par exemple, si les fluides frigorigènes dans les groupes froids peuvent avoir des impacts sur l'effet de serre plus ou moins bien différents. Voilà, donc on recommande vraiment l'usage de produits de fluides frigorigènes avec les plus faibles effets de serre. Les cellules de protection électrique également, avec les gammes SMR7, donc avec des gammes de protection électrique sans SF6, donc sans fluide à fort GWP, fort impact sur l'effet de serre. Donc là, vraiment, on est sur plutôt le produit intrinsèquement, le produit qu'on va acheter et qu'on va mettre en place dans le data center, qui va permettre dont on limite l'empreinte carbone. Et puis. Et alors. Oui, vas-y, pardon. Non, moi j'avais une question pour faire le lien avec notre métier. Moi, je trouve qu'il y a une faille dans tous les raisonnements qu'on fait, c'est que personne ne travaille sur l'usage du data center. En tout cas, nous, c'est des réflexions qu'on a. Est-ce que vous, chez Schneider, vous avez vous monitorez l'usage qui est fait de ces serveurs ou pas du tout? Ou c'est pas votre métier et du coup vous laissez ça à l'exploitant du data center? Alors, l'usage du serveur lui-même, c'est pas notre métier. Ouais. Par contre, et c'est un point très important que tu nommes, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais ce qui est certain, c'est que une bonne architecture de data center, c'est une architecture qui est performante, quel que soit justement le taux d'usage et la charge du data center. Et on sait que la montée en charge peut être extrêmement lente ou extrêmement rapide en fonction des business models, en fonction des clients. Ce qui est important, c'est d'avoir une infrastructure qui soit performante quelle que soit la charge. Et c'est un vrai sujet parce qu'il peut y avoir en l'occurrence des grosses erreurs qui sont commises en prévoyant des architectures qui fonctionnent très bien sur une charge à 80 ou 100%, mais qui finalement ont des rendements médiocres à 50%, alors
La probabilité pour que le data center fonctionne correctement, fonctionne à 50% est quand même assez forte. Hein. Beaucoup d'infrastructures sont à mi-charge ou voire même un petit peu moins. Ça, l'idée qu'il faut qu'on se fasse, c'est à peu près ça, c'est 50% de charge sur un data center. C'est assez fréquemment le cas, mais il y a vraiment pas de règle. J'ai vu des data centers très chargés. J'ai vu des data centers qui, au contraire, mettaient un peu plus de temps à se remplir et finalement étaient un peu surtaillés. L'importance de prévoir des infrastructures qui soient performantes, quelle que soit la charge. Ça m'emmène sur une autre question. Peut-être que tu auras la réponse. Donc là, effectivement, on a toujours cet effet-là dans les nouveaux data centers, dans les nouveaux PC, on a une efficacité qui est bien plus grande. Est-ce que des hébergeurs ou tes clients ils rétrofitent des anciens data centers ou au contraire les anciens on les laisse mourir de leur belle vie. C'est quoi le cycle de vie aujourd'hui d'un data center et est-ce que des fois un vieux data center qui a 15 ans, est-ce que du coup on y remet de l'argent et puis on le refait à neuf entre guillemets en réutilisant ou on a plutôt tendance à dire on le laisse mourir et puis on en recrée un à côté? Non, les deux existent. Il y a des data centers qui se rétrofitent. C'est un point intéressant que tu soulignes parce que faire de la performance énergétique sur de l'existant est beaucoup plus complexe. Exactement. Ça nécessite souvent la démarche d'une manière générale va être la même, hein, c'est-à-dire urbanisation, regarder ce qu'on peut travailler sur la clim, puis ensuite se focaliser sur la chaîne électrique. Mais on va, en fonction des contraintes du client, on va plus ou moins insister sur certains aspects. Mais effectivement, non, je dirais que le marché est aussi dynamique. Alors, factuellement, il y a un peu plus de data centers neufs qui se construisent à l'heure actuelle, mais on a quand même un certain nombre de clients qui renouvellent leur infrastructure, qui essaient de la moderniser, de l'améliorer, et ce dans tous les secteurs, hein, que ce soit dans les banques, dans les assurances, dans les télécoms. Donc c'est une lame de fond, mais c'est sûr que le sujet du rétrofit sur le cycle vie est plus compliqué. Les enjeux sont aussi forts mais plus compliqués. Parce que moi j'ai du mal à imaginer. Alors parce que même si on utilise des data centers tout le temps, c'est quoi la durée de vie d'un data center? C'est exploité pendant combien de temps? On a des chiffres un petit peu sur, alors je ne demande pas une moyenne précise, mais c'est quoi? C'est 5, 10, 15, 20, 30 ans? Alors j'aurais pas de chiffres à te donner, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt autour de 30 ans au moins. D'accord. Parce que c'est quand même des investissements qui sont lourds dans des bâtiments qui sont quand même assez spécifiques, assez dédiés. Mais j'en vois tourner depuis une trentaine d'années, certains, ou en tout cas qui étaient là il y a une trentaine d'années, ça c'est sûr. D'accord. Bon, c'est plutôt rassurant quelque part de se dire qu'on peut exploiter 30 ans. Parce que son téléphone portable, on le fait pas. Ça, c'est effectivement plutôt rassurant, et effectivement, le sujet des terminaux, est un vrai sujet. Je partage le point de vue. Tout à l'heure, tu parlais d'efficacité énergétique. Tu disais, par exemple, les onduleurs, on arrive à des efficacités de 99%. Moi, ça me fait tout de suite me poser une question, c'est est-ce qu'on a encore des marges de progrès potentielles sur les data centers ou est-ce qu'en fait, on va arriver à cette frontière où tous les gains, ils vont être un peu marginaux dans ce qu'on peut faire en termes d'efficacité énergétique? Parce que moi, je fais le parallèle pour les gens qui sont des fanatiques de PC et tout ça. C'est pareil, la loi de Moore, pendant longtemps, on a cru qu'on allait augmenter indéfiniment la puissance de nos PC. Et puis là, c'est pareil, on commence à plafonner. Et je me demande, est-ce que de côté performance énergétique data center aussi, on va arriver à tangenter un peu le mieux qu'on puisse faire, ou est-ce qu'on a encore des gains substantiels à faire? La question est très bonne. Je pense qu'on a encore des gains substantiels à faire. Alors, en onduleur, est-ce qu'on fera mieux que la e-conversion de Schneider? Je sais pas te dire. 99%, je veux dire, même si on y met de l'effort et qu'on gagne le demi% de plus, ça fait pas des volumes. Non, je suis assez en phase. Ce qui est certain, c'est sur mon métier de base, sur la climatisation, il y a probablement, on parle de plus en plus du liquid cooling, qui pourrait quand même disrupter d'une manière générale la consommation énergétique des data centers. Alors, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire le liquid cooling? Parce que moi, à part mettre de l'eau dans le data center, ce qui me paraît un peu dangereux. Alors, le liquid cooling, c'est assez simple. Dans un data center traditionnel, le refroidissement, on va dire, final, c'est-à-dire le caloporteur final, ce qui amène le froid au serveur, c'est de l'air. Et l'air, contrairement aux idées reçues, alors c'est présent en profusion sur la planète, c'est heureux pour nous, mais c'est pas forcément un très bon fluide caloporteur.
il est très peu dense et finalement sa capacité à transporter de l'énergie thermique, elle est faible. Le principe du liquid cooling, alors il y a différentes technologies qui existent et je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais direct to chip, de l'immersif, mais globalement c'est plus de l'air mais un liquide diélectrique ou un fluide frigorigène directement qui va refroidir directement le serveur. Voilà. Donc pourquoi ça a un énorme intérêt? C'est que globalement, ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'on va encore augmenter les températures d'exploitation. Donc, parce qu'on ira amener le froid directement sur l'ordinateur. Exactement. Donc là, on était à 15 degrés il y a 10 ans, à 25 degrés dans les allées froides aujourd'hui. Le liquid cooling, globalement, on est plutôt entre 35 et 50 degrés. Alors, on pousserait des fluides plutôt autour de 35 degrés pour les récupérer à 50. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très intéressant d'un point de vue thermique. L'autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'en clim, plus on densifie, plus la source de chaleur et plus on sait la traiter efficacement et donc plus on sait être performant. Voilà. Et alors, contrairement aux idées reçues, le liquid cooling, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existe depuis Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du water cooling sur mon ordinateur avec un petit système. Eh ben, c'est exactement ça. Les calculateurs de Météo France, je pense, sont refroidis de cette manière-là depuis assez longtemps. On a en fait tout un tas d'applications en haute densité, en HPC, qui requièrent en fait d'avoir une capacité de refroidissement qui est beaucoup plus importante, parce qu'on est sur des densités où l'air ne suffit plus. Il faudra amener des quantités énormes d'air. Donc, le liquid cooling existe déjà. La vraie question, c'est est-ce qu'il va prendre le pas sur des technologies plus conventionnelles? Voilà. Parce que j'imagine que ça a un coût d'investissement qui n'a rien à voir, quoi. Alors, je serais pas bien de répondre aujourd'hui, mais effectivement, les coûts d'investissement ont l'air plus importants. Il y a aussi pas mal de technologies, donc d'une technologie à l'autre, ça peut varier. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que en termes de clim, on a déjà les calculs, on a déjà des retours d'exploitation et ça aura un impact, ça pourra avoir un impact très très significatif sur la consommation, puisque le 10 à 15% que je te donnais tout à l'heure de la clim dans le bilan énergétique tomberait à peu près entre 2 et 5%, quoi. Voilà. Ah oui, donc là, tu as encore 10-15 points d'amélioration potentielle, quoi. Exactement. Ouais. Et tu arriverais à un PUE, je sais pas si tu es familier avec le PUE, mais sur des PUE... Alors, vas-y, moi je suis un peu, mais je préférerais que tu le réexpliques pour ceux qui nous écoutent. Alors, le PUE, en fait, c'est un indicateur de performance des data centers, dont il faut un peu se méfier parce que la performance d'un data center dépend beaucoup du climat dans lequel il est. Donc voilà, on fait pas les mêmes PUE à Kinshasa, à Oslo et à Paris, parce que la clim est un élément. Mais globalement, c'est un bon outil en tout cas pour suivre la performance de son data center. Et le PUE, donc c'est l'inverse d'un rendement. Donc c'est le ratio de la puissance utile, donc celle qui est utilisée pour les serveurs, auquel j'ajoute toutes les puissances qui sont nécessaires à faire fonctionner le data center, donc les clims, les le froid, les onduleurs, exactement, tous les auxiliaires, et là je divise cela par la puissance utile, donc la puissance. Ça, ce qu'on utilise nous en tant que utilisateur, la vraie puissance de calcul, quoi. C'est ça. Et donc ça donne un ratio qui est supérieur à 1. Et donc, si vous prenez un PUE pour faire simple à 1,5, ça signifie que pour faire tourner 1 kW de serveur, vous avez besoin de 500 watts d'utilité externe complémentaire pour faire fonctionner le data center. Voilà. Et du coup, là, les PUE, alors c'est quoi aujourd'hui les ranges de PUE qu'on peut trouver sur le mieux du mieux de ce qui se fait et j'ai envie de dire le pire ou la moyenne du pire qui existe? Alors, pour se donner une idée. Pour donner quelques idées, en 2007, il y avait des publications qui donnaient un PUE moyen des data centers autour de 2,5. Voilà, donc c'était un petit peu catastrophique pour être très clair. En 2021, il y a eu des gros progrès puisque on estime que le PUE moyen des data centers est autour de 1,59. Voilà, ça signifie que pour 1 kW de serveur, il faut à peu près 590 watts d'utilité. Factuellement, aujourd'hui, j'ai pas envie de donner le mieux du mieux parce que on trouve un peu tout et n'importe quoi et surtout c'est difficile de savoir le vrai du faux. Mais globalement, les bons data centers aujourd'hui, ceux qui ont des architectures assez poussées en froid et climatisation, qui ont mis en œuvre des technologies assez abouties, ils vont chercher des PUE compris entre 1,2 et 1,3. C'est déjà des très très belles performances en France. Donc voilà.
Et donc ça sous-entend un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que les gros gains, ils ont été presque faits. Maintenant, il va falloir les décliner sur tout le monde. Mais je veux dire, ce qu'on va pouvoir optimiser maintenant, c'est quand même quand tu es à, comme tu dis, 1,2, 1,3, tu peux faire que 2 ou 3, 0,2, 0,3 d'optimisation potentielle. Exactement. Exactement. Et le liquid cooling que je te citais, on estime qu'on ferait tomber les PUE à autour de 1,05, entre 1,05 et 1,1. Tu vois, donc là, il te faudrait 100 watts d'utilité pour faire fonctionner 1 kilowatt de serveur globalement. Ouais. Donc ça reste un gain potentiel, mais tu as raison. Une grosse partie des efforts ont été faits et ça montre si le besoin est que l'industrie du data center, en fait, c'est une industrie qui est extrêmement vertueuse. Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu surpris parce qu'elle est assez fréquemment montrée du doigt, tout le temps, il faut le dire. Et pour avoir travaillé dans pas mal de secteurs, c'est vraiment une industrie qui déploie des trésors d'ingéniosité pour aller chercher de la performance. Et moi personnellement, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est que on a des clients qui sont à la fois exigeants, mais qui sont également extrêmement demandeurs, extrêmement novateurs. Et c'est ma foi un secteur assez passionnant. Mais moi, tu sais, alors je vais faire une digression et tu me diras si tu es d'accord. Moi, mon avis personnel, c'est que les gens du matériel au sens large, des gens qui font des serveurs, des gens qui font des data centers, des exploitants de tout ce que j'appelle le domaine de l'infrastructure, pour moi, ils sont déjà quasiment au top de ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'en fait, on leur crache dessus, si je puis dire, mais ils peuvent pas aller bien chercher plus loin. Et je pense que là, aujourd'hui, on a tous collectivement à progresser, c'est sur l'usage qu'on fait des data centers, parce que je peux te dire que des gains d'optimisation fois 1000 ou fois 10 000 en termes de code, on peut le faire facilement. Mais sauf qu'aujourd'hui, personne ne met le focus sur le développeur ou les développeurs au sens ceux qui font le logiciel qui va tourner sur le data center. Et je pense que la prochaine grande frontière d'amélioration, elle va se situer de ce côté-là. Mais je sais pas si voilà, c'est. Et ça reprend un peu l'une de tes questions auxquelles j'ai partiellement répondu, mais c'est effectivement ça, je pense. Et alors il y a le code, il y a l'efficacité du code, la manière dont on l'utilise, on l'imbrique, qui est vraiment plus ton métier que le mien. Et après, je pense qu'il y a aussi j'espère qu'on y viendra, mais un besoin d'éducation aussi des personnes, parce que finalement on voit aussi que l'usage du numérique prend un peu la tournure de ce qu'on a vu avec l'utilisation de l'énergie ou de l'eau sur les 50 dernières années, c'est-à-dire une démarche d'opulence un petit peu sans exponentielle. Exactement. Et je pense qu'il y a un vrai besoin d'éducation aussi des nouvelles générations pour leur montrer que mais moi je partage 100%, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour l'usage majoritaire que font les gens de la vidéo ou du TikTok, ils se rendent pas compte en fait de l'explosion. Par exemple, quand on passe 1 heure sur TikTok, c'est stratosphérique en fait les données qu'on transite là-dessus. Et ils se rendent pas compte de l'impact que ça a derrière, quoi. C'est-à-dire que sur les data centers, le nombre de bêtes serveurs qui sont faits pour tourner ça. Donc moi je partage 100% ce que tu dis, c'est-à-dire que on peut travailler à l'optimisation, mais il y a un moment, il faut aussi travailler une sorte de sobriété ou d'éducation pour dire on va peut-être en faire un peu moins, des choses un peu plus utiles de toute cette puissance qu'on a. Exactement. Et c'est vrai que c'est un secteur qui reste très abstrait pour beaucoup, et ça devrait presque être au programme de collège, d'aller visiter une infrastructure, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais effectivement, tu sais que même et moi je suis super content de t'avoir au micro, parce que même pour mes développeurs qui sont des ingénieurs informatiques pur jus, en fait, c'est tellement dématérialisé. Maintenant, on clique, tu sais, sur notre infrastructure. On dit, je veux 4 serveurs avec 32 Go de RAM, 6 CPU. On clique et dans la demi-minute, on l'a disponible. Donc, en fait, c'est complètement irréel par rapport à des gens qui... Et en fait, à la fin, ce que j'essaie toujours de leur expliquer, c'est mais en fait, il y a un vrai mec qui branche une vraie lame serveur quelque part, quoi. C'est exactement ça. C'est très intéressant d'avoir ta version professionnelle de l'usage du numérique tel qu'il est, mais c'est sûr que c'est. Mais en fait, tu sais, moi, ça me fait tout. Pour ça, je trouve que les gens dans l'infrastructure, dans ton métier, ils bossent bien mieux que ce que nous on bosse dans nos métiers, parce que nous, il y a un client qui nous dit c'est un petit peu lent. En fait, on va cliquer sur l'interface, on va multiplier par 4 ou par 8 ou par 16 la puissance de la machine qu'on a, et fin de l'histoire, quoi. On se pas poser la question, quoi. Donc toute la démarche dont tu dis, et j'espère que les gens qui nous écoutent l'entendent, c'est-à-dire de fois en fois on essaie d'améliorer, on essaie d'avoir ne serait-ce que de calculer des rendements, on devrait se l'appliquer à nous-mêmes.
Et ben, je te remercie. Je suis assez content de te l'entendre dire. Et c'est vrai que mais c'est ce qui rend ce secteur aussi passionnant. Mais c'est vrai que j'ai des regrets de voir comme il peut être montré du doigt, alors que factuellement on a des clients qui sont extrêmement vertueux d'une manière générale. Le temps file, il va falloir qu'on s'arrête. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous dire sur les data centers avant que je pose une ou deux questions un peu plus personnelles? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. On est assez. Je pense qu'on a bien expliqué un petit peu tout ce que c'est qu'un data center, les grands principes, très la pédagogique. consommation. C'est vrai, mais écoute, c'est parfait si ça a pu atteindre cet objectif. Alors pour terminer, je vais te poser deux questions. Sans toi libre d'y répondre. La première que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux me donner avec tes mots à toi ce que serait la définition d'une bonne technologie? Alors, une bonne technologie, pour moi, c'est une technologie, d'une part, qui a la plus faible empreinte carbone possible, mais c'est aussi une technologie qui va être utile. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait à l'instant, et qui va apporter une valeur ajoutée à l'humanité, si tu veux. Mais pour moi, elle doit vraiment être intrinsèquement performante. Elle doit être robuste et avoir vraiment une durée de vie la plus longue possible. Tu évoquais les smartphones, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de voir que la durée de vie d'un smartphone est maintenant très faible, ne serait-ce que parce que les logiciels ne fonctionnent plus dessus au bout de 2 ans. Batterie, logiciel, la batterie. Pour moi, c'est une technologie qui doit être 100% recyclable. C'est-à-dire que c'est une technologie qui doit ne pas laisser de composants qui, in fine, ne peuvent pas être recyclés, retraités, et qui doit être idéalement reçu issu d'économie circulaire. Et puis pour moi aussi, et ça, je pense que en tant qu'informaticien, tu confirmeras, mais elle doit être ouverte, accessible et autant que possible upgradable et réparable. Ouais, le plus possible. Exactement. Est-ce qu'on va se finir avec une toute petite dernière question? Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, ceux qui pourraient potentiellement être intéressés par le domaine des data centers, un livre, une référence, quelque chose? Alors, des conseils. Alors, la référence des références, c'est l'ASHRAE TC99, le Technical Community 9.9 de l'ASHRAE, qui est la bible un peu l'ASHRAE, c'est la bible des ingénieurs en génie climatique, mais le Technical Committee 9.9, il définit quel doit être le fonctionnement des data centers. Donc, je recommanderais à chacun de se pencher un tout petit peu dessus pour voir quelles vont être les bonnes conditions d'exploitation. Après, un conseil, c'est de ne pas faire de consensus sur le design des data centers, parce que factuellement aujourd'hui est disponible sur le marché des technologies qui sont très performantes, qui ne sont pas plus coûteuses. J'insiste, en froid et climatisation, c'est pas plus cher de faire des bonnes infrastructures que des infrastructures plus standards, et qui permettent vraiment d'être des leviers très importants pour réduire l'empreinte carbone des data centers qui, comme on le disait, fonctionnent pendant probablement une 30aine d'années. Voilà. Donc ça coûte pas plus cher de faire bien. Non, exactement. Et c'est vraiment une idée reçue qu'on entend beaucoup, de dire ouais, mais je vais mettre du free cooling, ça va être très performant, mais ça va être très cher. La réponse est non. En fait, ça ne l'est pas, parce que en free cooling, plus vous travaillez sur des hauts niveaux de température, vous avez des échangeurs qui sont plus gros en salle, mais vous avez des groupes d'eau glacée qui sont beaucoup plus petits à l'extérieur. Donc, in fine, même le capex, le coût d'investissement est entre guillemets tout à fait intéressant, quoi. Voilà. Donc, vous avez tout à gagner à partir sur des infrastructures qui sont performantes et innovantes. Et puis, sobriété des usages, bien évidemment, que je recommande à tous. Ça sera le mot de la fin, sobriété des usages. Merci François. Et puis, merci, ravi de t'avoir eu au micro. Très bien, merci à toi.